Et malgré une météo incertaine, on attend beaucoup de monde cet après-midi sur les quais de Bordeaux pour célébrer la Garonne. Dans un petit peu moins d'une heure, les solitaires vont quitter le port de la Lune, embarquer avec nous à bord du Columbus. Le fleuve est en fête. Jean-Yves Terlin, bonjour. Merci de nous accueillir à bord de votre bateau. Mais vous êtes tous bienvenus. Il est très précisément 15h14. Bonjour, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Bordeaux pour une prise d'antenne exceptionnelle. Prise d'antenne exceptionnelle pour un événement exceptionnel. Pour la 3e fois, Bordeaux accueille à l'occasion de sa 10e édition de la Fête du Fleuve le départ de la solitaire du Figaro, l'une des plus grandes courses à la voile au monde. Cette fête a démarré voilà un petit peu plus d'une semaine sous un temps magnifique avec la parade des héros, spectacle grandiose pour saluer l'arrivée des figaristes dans le port de la Lune. 43 figaristes mais aussi du Marité, 3 mâts de légende, dernier des Terneviers en bois français et du Columbus, de le bateau donc du navigateur Jean-Yves Terlin, et qui nous accueille donc à bord cet après-midi et je l'en remercie. Et puis il y avait foule pour les accueillir. Cette soirée inaugurale a été suivie par près de 40 000 Bordelais massés sur les bords de la Garonne pour assister à ce spectacle ô combien festif et coloré, un spectacle conçu par David de Proto. Mais aujourd'hui, c'est l'heure du départ pour les figaristes. C'est le grand jour. Dans 3 petits quarts d'heure, ils devraient quitter le port de la Lune. Marineville, bonjour. Vous vous trouvez, je crois, sur les pontons, au plus près des bateaux, des skippers et des familles. Quelle est donc l'ambiance à moins d'une heure du départ ? Bonjour Marilus, eh bien l'ambiance est particulièrement festive et très chaleureuse ici autour des 43 skippers qui s'apprêtent à monter dans leur bateau et à rejoindre la ligne de départ, qu'il s'agisse des favoris comme Yann Eliès ou Charlie Dalin, mais aussi des Bisus qui s'engagent pour la première fois dans cette course. Alors ici, on croise des partenaires, des sponsors qui soutiennent, qui accompagnent cette aventure. On croise également des amis, des proches, mais surtout il y a les préparateurs, ces fameux anges gardiens qui veillent, qui jusqu'au dernier moment prennent soin de ces bateaux, de ces machines pour permettre à leurs compétiteurs de partir dans les meilleures conditions. Car on le sait, cette course est particulièrement dure et il faut absolument qu'ils s'engagent totalement dans cette compétition. Alors ici, un marin ne part jamais seul, justement, il part avec ses équipes, des équipes qui sont toutes là et pour elles, c'est déjà une petite victoire que ce départ. Merci beaucoup Marie. Nous irons bien évidemment vous retrouver tout au long de cette émission régulièrement, donc au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Stéphane Delot et Mathieu Sarraut, bonjour et merci d'être avec nous à bord du Columbus. Stéphane Delot, je rappelle que vous êtes président de Bordeaux Grands Événements, adjoint à la mairie de Bordeaux en charge du tourisme, et vous, Mathieu Sarraut, eh bien, vous êtes le directeur de la course. Première question à vous Stéphane Delot, c'est la 3e année que vous accueillez la solitaire du Figaro. Le temps fort de la fête, c'est bien sûr la solitaire, le départ de la solitaire, avec une foule toujours aussi enthousiaste. Et on l'a vu sur ces images, les Bordelais aiment vraiment les bateaux. Les Bordelais aiment vraiment les bateaux et c'est vrai que c'est aussi important pour nous que les marins aiment autant Bordeaux. Parce que c'était pas évident au départ d'imaginer que tous ces grands champions de la course au large allaient avoir du plaisir à venir se retrouver ici sur les bords de la Garonne, naviguer dans un fleuve qui est un peu bizarre, c'est vrai, par rapport à leurs habitudes. Et on a vu vendredi dernier, vous évoquez la parade des héros, les sourires épanouis des marins qui arrivaient et qui ont longé les quais pour aller rencontrer le public qui les attendait avec ferveur et passion. Les Bordelais aiment vraiment désormais leur fleuve et surtout y voir des bateaux. Alors vous, Mathieu Sarraut, vous êtes toujours surpris par cet enthousiasme des Bordelais et pour les skippers, c'est véritablement un moment magique.
Oui, c'est un moment magique parce que c'est le plus grand départ de la course, de l'histoire de la solitaire. Une métropole comme Bordeaux avec 800 000 habitants. Jamais les marins n'avaient vu ça. On est parti souvent des ports bretons, des ports normands. On est sur des villes avec des jauges de 50, 100 000 personnes. Là, lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient quasiment 2 villes sur les quais pour les accueillir et ça a été magique. Et pendant toute la semaine qu'ils passent à Bordeaux, l'ambiance est très très festive. Il y a une ambiance festive. On est dans un cadre pour travailler, pour qu'ils travaillent parce qu'il faut préparer cette course qui va durer un mois et ils sont dans des conditions de rêve à Bordeaux. Alors il y a 2 ans, Michel Desjoyaux était très très ému lors de son arrivée, me confiant avoir eu l'impression de vivre un Vendée Globe. Oui, il y a ce chenal mythique des Sables d'Olonne à l'arrivée du Vendée Globe. Michel Desjoyaux a gagné 2 fois le Vendée Globe, mais il a gagné aussi 3 fois cette solitaire. Et là, en arrivant à Bordeaux, il ne s'attendait pas. Il faut savoir que ces marins, qui sont des coureurs océaniques, quand ils sont rentrés la première fois dans Bordeaux en 2013, ils étaient très surpris. Il y a eu des repérages avant longs. On a mis quasiment 1 an et demi à valider ça ensemble avec la ville de Bordeaux et remonter l'estuaire jusqu'à Pauillac, puis après de Pauillac à Bordeaux. C'est assez troublant pour des marins qui ont l'habitude de large, d'aisance en mer. Là, le fleuve est assez caprice, les bancs de sable, les embâcles. Et ça, c'était une vraie appréhension au départ. C'est ça, pour bon nombre de navigateurs, l'estuaire est une découverte. C'est une vraie découverte. On s'est appuyé sur des marins reconnus de talent. Yves Parlier, qui avait gagné cette solitaire en 91, on l'a contacté tout de suite. On lui a dit, Yves, qu'est-ce que tu en penses? Lalour Roquayrol, qui court en multicoque sur le fleuve. Et ils nous ont dit en 2013, c'est tendu. C'est vrai que donner un départ à 100 km de la mer d'une course océanique, de la 3e plus grande course océanique française, c'était gonflé, mais on a gagné ce pari ensemble et on aimerait bien revenir, Stéphane. Voilà. On aimerait beaucoup te revoir, Mathieu. Donc c'est noté pour aller dans 2 ans. La navigation y est difficile, hein, c'est un fleuve délicat. Oui, c'est un fleuve délicat. Il y a déjà un courant qui est très important. Il y a un marnage important à Bordeaux. Mathieu rappelait les embâcles, hein, ces bois flottants qui, en fonction des grandes marées, nous avions une très grande marée la semaine dernière, peuvent être charroyés par le fleuve et donc venir abîmer les bateaux. Donc il faut être extrêmement prudent. Et puis il y a des bancs de sable. Il y a des bancs de sable, des bancs de vase. Et il faut faire attention à ne pas s'échouer avec des bateaux comme ça, ne pas gâcher la course avant qu'elle ne commence. Et vous, Stéphane Delot, c'est un fleuve que vous connaissez fort bien, puisque lorsque vous étiez enfant, vous viviez tout près de ce fleuve. On va dire que c'était un peu votre terrain de jeu. C'est vrai, moi je suis né ici, place Birakem, face au fleuve, et ça a été le cadre de ma petite enfance, de ma jeunesse, et j'ai toujours passé mes vacances sur l'estuaire de la Gironde, à Méché très exactement. Donc ce fleuve et son estuaire font partie de ma vie et font partie de mon cœur. Alors on le disait, hein, cet après-midi, évidemment, pour assister à ce départ de la solitaire, il va y avoir beaucoup de monde. Le départ du prologue est prévu à 16h et on devrait retrouver au milieu de cette foule, oui, puisqu'il y a déjà beaucoup de monde sur le ponton d'honneur, on devrait retrouver Marie Neuville. Marie, vous êtes sur les pontons et oui, je vous aperçois aux côtés d'Alexia, qui est skipper. J'imagine qu'elle est extrêmement concentrée à 3/4 d'heure du départ. Absolument, hein, elle est extrêmement concentrée, vous venez de le dire. Je suis avec Alexia Barrier. Bonjour Alexia. Alexia a l'habitude des courses en double, hein, comme la G2R ou la Jacques Vabre. En revanche, c'est sa première solitaire. Alors Alexia, qu'est-ce que ça va changer pour vous ? C'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de course en solitaire. La dernière, c'était peut-être la Mini Transat en 2005. Le fait d'être en solitaire, ça change la gestion de soi-même et de son énergie. En fait, il faut rester lucide pendant toute la course. C'est un sprint de 3 jours. Et il faut réussir à s'économiser, ça veut dire dormir quand on peut, manger quand on peut, pour rester à l'attaque sur cette course très difficile. Vous avez dit, c'est mon plus gros challenge, ça veut dire que c'est un Graal pour vous ? C'est une des les courses les plus difficiles en solitaire au monde. Et c'est un challenge, mais pour moi, c'est surtout un exercice pour le prochain Vendée Globe 2020 auquel je souhaite participer. Alors, c'est le marin qui fait la différence sur cette course. Est-ce qu'il y a un atout féminin ? C'est vrai qu'on est tous des marins avant tout, mais le fait d'être une fille, pour moi, ça nous apporte un atout essentiel, celui d'être beaucoup plus déterminée et résistante que les garçons, comme dans la vie. Ça vous donne une légitimité ? On rentre dans l'élite quand on fait cette course ? Oui, tout à fait. Il y a tous les meilleurs skippers au monde dans cette discipline. La course au large en solitaire, en monotypie. À armes égales, tous nos bateaux sont identiques et c'est vraiment le skipper qui fait la différence. Et aujourd'hui, on a vraiment des grands champions. Donc pour moi, c'est vraiment une chance énorme que d'être au départ de cette solitaire du Figaro. Qu'est-ce que vous appréhendez le plus ? Ce qui me décevrait beaucoup, c'est de ne pas être à fond et de ne pas faire de mon mieux pendant toute la course. Je n'ai pas d'objectif de résultat.
Je vais faire de mon mieux, tout donner et apprécier chaque moment, les bons et les mauvais. Et vous avez été très très encouragé ici à Bordeaux. Oui, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pas mal de supporters, dont une école à qui je souhaite dire bonjour. Les enfants de l'école Saint-Exupéry qui m'ont fait une surprise. Ils m'ont attendu hier devant mon bateau avec plein de dessins, de cadeaux. Merci les enfants, ça m'a donné une énergie folle. Merci beaucoup Alexia et on vous souhaite une très belle course. Merci. Et merci bien sûr à toutes les deux. Alors Stéphane Delot, cette 10e édition est placée sous le signe de l'aventure. C'est vraiment le fil rouge de cette édition. Oui, on avait célébré l'estuaire parce que les Bordelais ne savaient peut-être pas qu'au bout de ce fleuve, il y avait un estuaire tellement riche, méconnu. On avait célébré le bois aussi parce qu'avec Mathieu, on avait pensé, quand on a vu tous ces embâcles, Oui. il fallait bien faire le rapport avec les berges et ce qu'ils pouvaient en venir. Mais là, cette année, je pensais que quand même, ces garçons et ces filles sont des champions exceptionnels. Comme le disait le skipper qu'on vient d'entendre, il y a la solitaire et puis derrière, il y a toujours un peu le Vendée Globe qui est là, mais de toute façon, la course au large en solitaire, c'est une aventure incroyable. C'est réservé à des gens exceptionnels et la mer a toujours provoqué des aventures exceptionnelles. Les Terre-Neuve, la découverte du passage de Magellan avec Elcano. Donc on a voulu célébrer toutes ces aventures. Le vendredi 13 qui bientôt revivra. Et donc nous avons voulu faire comprendre que la mer est une terre fertile pour l'imagination, pour l'histoire et pour l'aventure. Et justement, à cette occasion, vous proposez une très très belle exposition. Vous racontez dans des containers maritimes, donc tout près d'ici sur les quais, des aventures liées à l'univers de la mer. On voit d'ailleurs quelques images de cette exposition. Voilà, donc combien de containers maritimes, Stéphane Delot ? Il y en a 10. Et là, on a le vendredi 13, le bateau qui est restauré par Norbert Fradin, le bateau qui a été skippé par Jean-Yves Terlin. Là, on a les bateaux de l'Utopie qui ont été conçus par Michel Desjoyaux et Pierre Allemand, qui est un architecte belge. Le phare de Cordouan, évidemment, le phare de Cordouan, cette merveille, le plus beau des phares, le roi des phares. Et donc là, on voit les maquettes de Pierre Lallemand et Michel Desjoyaux. Et puis la grande pêche, les Terre-Neuve, il fallait quand même, pour partir d'ici sur ces bateaux et aller chercher les aventures du côté de Terre-Neuve pour ramener de la morue, il fallait que ces hommes aient un courage absolument incroyable. Alors Mathieu Sarraut, cette année, 43 skippers vont prendre le départ. On peut dire qu'il y a du beau monde. Le plateau est relevé. Il y a du très beau monde. Il y a un choc des titans qui va être terrible en mer. C'est Yann Eliès et Jérémy Billou qui sont 2 triples vainqueurs de la solitaire et qui pourraient être les seuls marins à gagner pour la 4e fois la solitaire. Donc on s'attend à ce choc. Il faut savoir que ces marins se sont affrontés tout l'hiver sur le Vendée Globe. Un a terminé 3e, l'autre 5e du Vendée Globe. Et là, ils reviennent pour un 4e titre. Et puis les jeunes poulains. L'année dernière, on n'avait pas ces marins-là, pas les marins du Vendée Globe, qui se préparaient à cette épreuve. Donc on a eu des jeunes outsiders qui sont arrivés, comme Charlie Dalin, comme Simon Troel, comme Corentin Douguet. Ces marins-là sont arrivés sur Éon. Les 2 baobabs, ces grands baobabs qui avaient gagné souvent cette solitaire, ont laissé la place à ces jeunes-là. Et aujourd'hui, ils n'ont pas du tout envie de la lâcher. C'est ça, ce sont des profils très différents qui font la richesse de cette course. Tout le monde est invité, les pros, les amateurs. Et cette année, vous avez créé un classement, je crois. C'est une nouveauté, un classement amateur. Oui, on a des vrais professionnels qui sont la colonne vertébrale de ce circuit, mais aussi on a quelques amateurs. Et ils nous avaient dit c'est un peu dur de régater contre ces pros, c'est très intéressant, mais en même temps on a un peu le sentiment de ramasser les bouées. Donc à leur demande, on a créé un classement amateur, donc il y a 9 amateurs, donc c'est la fédération internationale qui définit les critères. Qui est amateur? C'est quelqu'un qui passe moins de 60 jours en mer, qui ne vit pas professionnellement de la course au large, et là ces 9 amateurs vont s'affronter tout au long de ce mois. Alors parmi les 43 concurrents inscrits, il y a 6 filles. On peut dire que cette année, la jante féminine est extrêmement bien représentée. Oui, c'est bien représenté. On n'est pas encore à la parité, mais la première fois qu'on est venu à Bordeaux, on avait 2 femmes. La deuxième fois, on en avait 4. Là, on est à 6, avec des profils très différents. On a une Anglaise qui a fait de l'olympisme, qui est très technique sur les parcours, mais qui découvre le large. On a une Suisse, Justine Métro, qui est issue d'une famille de marins, parce qu'on navigue beaucoup sur les lacs en Suisse. Et elle, qui a fait la mini transat avant d'arriver ici. Une Française qui a une culture de néo
néo-zélandaise qui a vécu en Nouvelle-Zélande et qui a la culture de l'équipage. Et ces 6 femmes sont totalement différentes. Et une américaine, Nathalie Criou, qui elle s'est toujours entraînée aux États-Unis, qui a un Figaro Beneteau, ces bateaux-là, à San Francisco, et qui vient pour la première fois régater contre les autres. Alors un marin, c'est un marin, mais j'imagine que les femmes naviguent peut-être différemment. Je pense que psychologiquement, elles sont bien plus fortes que les hommes. Après, physiquement, parfois c'est beaucoup plus dur. Là, on va parler d'une météo lundi, mardi très difficile. Et c'est vrai que c'est plus difficile pour les petits gabarits quand on a certains marins comme Théo Moussion qui mesure quasiment 2 mètres et 120 kg et des petits gabarits qui font 1m50 et 45 kg. C'est sûr qu'en mer, là, il y a une différence qui se crée. Mais elle court à armes égales avec les hommes, car il n'y a pas de classement féminin et de classement masculin. On fait partie des rares sports comme l'équitation, l'automobile, où les femmes sont sur les mêmes classements que les hommes. Et je trouve ça tout à fait normal. Quelques secondes encore pour découvrir les étapes, les 4 étapes donc, de cette solitaire 2007. On va les voir s'afficher actuellement. Quelles sont les principales difficultés de cette 48e édition ? La première difficulté déjà est de sortir de l'estuaire de Bordeaux. On se souvient en 2013 de certains marins qui s'étaient échoués. Et puis là, on va aller chercher la chaussée de Saint, qui est un endroit qu'on dit mal pavé, avec beaucoup de mer, beaucoup de houle, pour descendre ensuite sur Réronne, remonter à Concarneau, une boucle de 24 heures à Concarneau. Et l'étape qui, à mon sens, est la plus difficile, c'est la dernière étape, Concarneau et Dieppe, avec 2 traversées de la Manche et une grande navigation le long des côtes anglaises. Merci infiniment Mathieu Sarraud. Cette fois, on va vous libérer. Je rappelle que le départ du prologue est prévu donc à 16h. Merci infiniment. Allez, on va tout de suite aller retrouver Marie Neuville qui se trouve toujours quelque part du ponton d'honneur à quelques mètres de moi. Et je crois que vous êtes Marie avec une des stars de cette course. Et oui, Marie-Lise, je suis effectivement avec Yann Eliès, qu'on ne présente plus. Il est le plus titré de cette course. Il a terminé 5e du Vendée Globe. Il est également triple vainqueur de cette solitaire. Alors, Yann, dites-moi, 3 victoires, ça ne vous a pas suffi en réalité? Non, 3 victoires et 17e participation, ça commence à faire. En tout cas, il y a toujours autant de plaisir à venir sur cette course-là. Non, on ne revient pas forcément que pour la gagne, on y revient pour les émotions qu'on y vit, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, parce que j'ai connu aussi d'énormes désillusions sur cette course-là, mais aussi la victoire. Donc voilà, tout ça fait que depuis 20 ans, cette course a marqué ma vie et que je suis heureux d'y revenir à chaque fois. Enfin, quand même, si vous la gagnez, ça sera historique, une 4e victoire. Oui, c'est vrai que Jérémy Bayou et moi-même, on vise une 4e victoire sur la solitaire Urgo Le Figaro. Bon, faut quand même pas se le cacher, ça resterait un petit miracle, parce qu'on est un peu convalescent de notre Vendée Globe, on n'a pas encore toutes nos capacités, mais en tout cas, on va se battre pour. Vous avez passé 10 jours dans une ville, ce n'est pas habituel. Est-ce que vous avez des fourmis dans les jambes? Est-ce que vous avez besoin de sentir le large maintenant? Oui, tout à fait. Ouais. On se dit ça y est, enfin, on part, on va aller chercher le grand large, la mer, la solitude, et puis voilà, ce corps à corps avec les éléments. On était heureux d'être ici à Bordeaux, mais ça y est, maintenant il est grand temps que la mer nous rattrape et qu'on y passe un peu de temps. Un mot, il n'y a pas d'enjeu sur ce prologue, mais on vous connaît, vous êtes un compétiteur, vous êtes un tueur. Est-ce que vous n'aimez pas la figuration? Vous allez mettre la dose? Alors, il y a une espèce de petite malédiction pour le vainqueur du prologue, donc je prendrai un soin tout particulier à ne pas le gagner cette fois-ci, promis juré. Merci beaucoup Yann Eliès, et puis on vous souhaite bien sûr un très beau voyage. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Et on aperçoit actuellement un paquebot, le Silver Cloud. Je pense que notre réalisateur va pouvoir nous montrer quelques images qui est en train d'accoster. Stéphane Delot, Bordeaux attire toujours plus de paquebots cette année. Je crois que ce sont 54 paquebots qui sont attendus, c'est-à-dire 4 fois plus que l'année dernière et 2 fois plus qu'en 2013. C'est fou. Écoutez, on disait tout à l'heure que les marins de Océanique qui font la course en solitaire avaient adopté Bordeaux, mais c'est toutes les marines qui aujourd'hui ont envie et ont plaisir à venir à Bordeaux. À côté de moi, tu as le 1 avec son marité, tous ces grands voiliers que nous recevons aujourd'hui, et l'année prochaine nous aurons la Tall Ship Regatta, et puis le développement de la croisière, qu'elle soit maritime ou fluviale. Et vous voyez, le vrai bonheur, c'est de voir dans ce port toutes les marines qui se croisent, toutes les marines qui vivent ensemble, qui montrent que nous sommes bien dans un port. Il n'y a pas de hasard. Bordeaux est relié aux océans, Bordeaux est relié
au monde par la mer et les marins sont chez eux à Bordeaux. Et pour nous, c'est une immense satisfaction parce que nous croyions à l'époque que le port était mort, nous croyions que nous allions être obligés d'oublier cette histoire. Eh bien, pas du tout. Cette histoire revit différemment, certes, mais elle revit bien dans Bordeaux et les Bordelais adorent ça. Et voilà, et notre fleuve est en fête. Nous sommes fiers de ça et je crois que les Bordelais en sont très fiers. Absolument, et l'arrivage, l'accostage d'un paquebot, c'est toujours un véritable spectacle. C'est un spectacle, c'est un immense bonheur de voir arriver les bateaux. On parlait tout à l'heure du sourire des skippers qui arrivaient. Aujourd'hui, on voit bien que Yann Eliès a envie de partir parce qu'il est venu quand même pour naviguer. Donc nous serons un peu tristes, mais il y aura du bonheur qui arrivera à Rironne, il y aura du bonheur à Concarneau et à Dieppe, parce qu'un bateau qui arrive, c'est toujours une grande fête. Voilà, et un bateau qui repart aussi, c'est un spectacle. Hein. Et pour les insomniaques, eh bien, sachez que le Silver Claw devrait repartir dans la nuit de lundi. Vient de nous rejoindre Mathieu, loin le teint allé, capitaine du Marité, qui est amarré actuellement tout près de la Cité du Vin. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes spécialement venu de Granville, en Normandie, pour participer à cette 10e fête du fleuve. Comment avez-vous vécu cette arrivée dans le port de la Lune le 26 au soir? Est-ce que pour vous aussi, c'était extrêmement émouvant? Alors effectivement, c'était un très très grand moment puisque nous avons eu la chance d'emmener toute la flotte des 43 Figaro de Pauillac jusqu'à Bordeaux et d'être en tête de parade lorsque nous avons passé donc le grand pont Chabandelmas. Et là, c'est vrai qu'apercevoir cette foule immense sur les quais à notre droite lorsqu'on rentre dans Bordeaux, c'était vraiment un très très grand moment. Émotionnellement, c'est très très fort. Très très fort, effectivement, oui. Avec le spectacle pyrotechnique, avec le coucher du soleil, la foule, etc. C'était les 43 Figaro juste derrière nous. Un très grand moment, une belle arrivée, assez magique. Alors on va revenir sur l'histoire assez exceptionnelle de ce Marité. Il a été baptisé en 1923 et on peut dire qu'il a connu de nombreuses vies, ce Marité. Oui, effectivement. Hein, donc là, on a vraiment un arrière-grand-père de 94 ans qui est en pleine forme. Hein, donc il a vécu plusieurs vies, on peut même dire quasiment 6 vies. Un vrai miraculé, né sous une bonne étoile en 1923, qui a participé à la pêche à la morue sur les bancs de Terre-Neuve. 1930, là, il part à peu près dans les transports de marchandises, cargo. Je vais peut-être vous épargner tous les détails des 94 ans d'histoire, mais vous faire très très vite. Ensuite, il arrive à passer à travers la Seconde Guerre mondiale en faisant du transport de troupes militaires. Et ensuite, il repart très rapidement à la grande pêche. Là, il est laissé à l'abandon dans une vasière dans les années 70 et repéré par un groupe de copains suédois qui tombent complètement amoureux de la coque du bateau et décident de le retaper et d'aller sillonner les mers du globe pendant une vingtaine d'années. Ensuite, ce bateau est mis en vente et racheté par un groupement d'intérêt public et arrive à revenir en France, en Normandie, grâce à Gérard Daboville qui a réussi à monter ce groupement d'intérêt public. Et le bateau retravaille maintenant depuis juillet 2012 au départ de Granville, mais aussi au départ de tous les ports de la côte française. Et alors, fait rare, donc ce bateau a eu de nombreux propriétaires, mais il n'a jamais changé de nom. Il s'est toujours appelé le Marité. Et Marité parce que c'était Marie-Thérèse, c'est ça? Exactement, Marie-Thérèse, qui était donc le prénom de la fille de l'armateur, donc le premier propriétaire du bateau, armateur Le Borgne, dont sa fille s'appelait Marie-Thérèse. Mais il existait déjà un Terre-Neuve qui s'appelait Marie-Thérèse, donc il a fallu faire un petit diminutif, Marité. Et fait très rare dans la marine, ce bateau s'appelle toujours Marité, c'est toujours appelé Marité 94 ans après. Et Stéphane Delot, le Marité vient très peu à Bordeaux. Ce n'est que sa deuxième venue. Il était venu lors d'une émission Thalassa et nous ne l'avions point revu depuis. Eh oui, mais voilà, merci de cette nouvelle visite, mais il va revenir. Tout à fait, effectivement. Les bateaux qui viennent à Bordeaux reviennent à Bordeaux. Exactement. C'était vraiment un très grand moment cette semaine. La ville est vraiment très agréable. Nous avons été très très bien accueillis par tout l'ensemble du port de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Bordeaux Grands Événements. Et c'est vrai que nous réfléchissons déjà à une future escale l'année prochaine du Marité à Bordeaux. Eh bien, c'est avec grand plaisir que tous les Bordelais vous accueilleront. Merci à vous, Mathieu Allouin, d'être venu avec nous. On vous laisse rejoindre votre bateau car vous avez beaucoup d'invités, je crois, cet après-midi. Nous allons à présent retrouver Marie, voilà, sous la pluie. Hélas, Marie, vous êtes eh bien justement avec un météorologue. Nous allons connaître les conditions météo de ces 72 prochaines heures. Et selon Mathieu Sarraut, elles ne sont pas excellentes. Effectivement, moi je suis avec Cyril Duchesne qui n'a pas amené le soleil, mais en revanche c'est l'expert météo incontournable de cette course. Bonjour Cyril. Bonjour. Dites-moi un petit peu comment se présente cette étape, quel est le profil de cette étape sur le plan de la météo?
Eh bien, une météo très variée pour cette première étape, avec effectivement au départ pas beaucoup de vent. Et puis par la suite, eh bien, on retrouvera des conditions beaucoup plus ventées au cours de la journée de ce lundi, avec un coup de vent attendu sur le nord du golfe de Gascogne. Et puis par la suite, lorsque le vent va faiblir, les skippers redescendront donc vers Riron. Et là, petit à petit, l'anticyclone va se réinstaller. Donc petit à petit, les vents vont faiblir. Donc une météo finalement très variée. Vous savez qu'en météo, pour les skippers, il faut du vent. Donc ça sera un petit peu faible au départ, mais par la suite, ça ira beaucoup plus vite. C'est vous qui faites les briefs. Demain matin, c'est vous qui le ferez. Est-ce qu'il y a des petits secrets, des petits conseils que vous leur donnez ? Effectivement, on va leur donner un petit peu les clés de la réussite au niveau stratégie. Il y a une vraie stratégie au niveau météo, au niveau de la course. Donc on va essayer de donner des conseils. À quel niveau exactement faut-il contourner l'anticyclone? Est-ce qu'il faut viser telle ou telle situation? Ne pas aller trop vers les dépressions pour pas avoir trop de vent. Donc c'est vrai qu'on va essayer de donner les petites clés de la réussite. Ils sont seuls, donc c'est vraiment la finesse, l'intelligence de l'homme qui va compter. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment leur expertise, leur expérience qui fait le petit plus. Nous, on leur fournit 2 bulletins météo par jour et ensuite, c'est vraiment à eux de prendre la bonne option. Merci beaucoup, Cyril Duchesne. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis cette année, pour cette fête du fleuve, les Basques sont à l'honneur. David Bugica, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la Maison Basque, président de la Maison Basque qui est située tout près d'ici. C'est rue du Palais de Lombrière, je crois. Et qui cette année fête ses 70 bougies. Un tel anniversaire, ça se fête. Alors comment allez-vous le célébrer ? Alors justement, nous sommes en train de le célébrer. Ce sera la plus grosse manifestation donc, pour les célébrations des 70 ans à l'occasion de la fête du fleuve. Nous avions justement contacté la mairie via Stéphane Delot en lui proposant justement d'organiser un certain nombre d'animations. Évidemment avec la culture basque au centre. Donc là on découvre votre maison basque donc à quelques pas d'ici, voilà, c'est ça. Et puis vous avez donc un village, le village basque qui est installé ici à la fête du fleuve sur les quais. Le Pays basque, ça se chante, ça se danse. Chant et danse font vraiment partie, sont vraiment les piliers de la culture basque. Oui, c'est ça, exactement. Ça fait partie de toutes les fêtes, que ce soit des fêtes familiales, des fêtes de village. On a toujours chanté et dansé au Pays basque. Et chaque village a ses propres danses ? Alors oui, effectivement, si on entre un petit peu dans le détail de la tradition, il y a des pas qui sont de certains endroits, etc. Oui, tout à fait. Vous dansez vous-même ? J'essaye un petit peu, voilà, je ne suis pas une référence. Je ne vais pas vous demander de faire c'est gentil. Une démonstration, je vous rassure tout de suite, mais on le sent bien, c'est extrêmement convivial. Alors, je ne sais pas, c'était prévu cet après-midi, peut-être que la météo a fait que la démonstration... Oui, le programme a été un petit peu perturbé aujourd'hui, oui, tout à fait. Il devait y avoir de la force basque, je ne suis pas certain que ça ait eu lieu, tout à l'heure c'était encore incertain. Mais on va quand même parler de cette force basque, puisque tout l'été, lorsqu'on va en vacances au Pays basque, il y a des rencontres de force basque. Quelle est donc l'origine de ces jeux ? L'origine est très simple en définitive. Alors vous pouvez nous décrire aussi ces images donc le chocatila, le tir à la corde, la charrette, donc il s'agit de faire le plus grand nombre de tours. L'ensemble pèse... je sais plus, j'ai oublié, largement plus de 300 kilos, donc c'est très costaud. L'origine donc est très simple, ce sont les travaux des champs, et puis là une charrette qui était bloquée, il fallait la soulever, une pierre qui embêtait tout le monde, il fallait l'enlever. Là il s'agit de découper en un certain nombre de rondelles dans un temps le plus rapidement possible. Et donc évidemment comme le basque aime bien défier et se mesurer, tout ça c'est devenu donc des jeux, une sorte de compétition. Et qui attire vraiment toujours beaucoup de monde, donc le lever et qui est assez spectaculaire. Oui, toujours, oui. Vous connaissiez ces jeux-là, de la force basque, Mathieu Alluin ? Absolument pas, je découvre complètement les images et c'est vrai que c'est assez impressionnant.
Alors, sur votre stand, Oui. on peut le dire, on peut également découvrir une traînière. Et ces bateaux étaient des bateaux de pêche et Oui, tout à aujourd'hui, fait. on les utilise pour faire des courses. C'est ça, des compétitions, on se mesure. Donc traînière, c'était historiquement un bateau de pêche à l'anchois. Et aujourd'hui, donc, il y a diverses compétitions. 2 rangs de 6 rameurs, plus un rameur qui est donc en proue et le barreur. Voilà, et également hyper sportif bien entendu. Voilà, et c'est un sport qui est très très populaire. Alors jusqu'à demain soir, vous proposez une foultitude d'activités à 17h30. Vous allez proposer un atelier participatif de danse basque. Ça c'est pour Nadia, notre assistante, qui rêve d'apprendre des danses basques. On l'attend. Ça va se passer sur la scène de la place de Munich. Et puis au menu également, il va y avoir une démonstration de cuisine avec un très grand chef de la région, Vivien Durand, qui nous a d'ailleurs préparé pour cet après-midi une petite assiette de spécialité basque. Que va-t-il se passer donc lors de ce rendez-vous gourmand ? Là, pour Vivien va nous justement présenter l'élaboration de quelques pinchos. Et alors évidemment, donc les pinchos, ce sont les tapas. Oui, voilà, en raccourci, c'est ça. Et évidemment, les pinchos vus par Vivien Durand, ça va être un peu plus élaboré que ce que nous on peut présenter sur notre stand. Voilà, donc il montrera un petit peu en quoi ça consiste. Donc rendez-vous cet après-midi à 17h30 et puis pour finir en beauté, eh bien vous allez organiser ce soir à 18h30 sur le miroir d'eau un paquito géant et on rappelle en 3 secondes ce qu'est le paquito. Alors le paquito aura lieu en principe demain. Ce soir c'est le concert rock. Concert rock basque. Oui, rock basque évidemment, avec un groupe qui vient de Saraut, donc côté sud des Pyrénées. Et puis le paquito demain. Et le paquito demain, en exactement. tout cas, le programme est extrêmement chargé. On a essayé de faire quelque chose de bien. Voilà, des 70 ans qui sont extrêmement bien fêtés. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau cet après-midi. Restez quelques instants encore avec nous. On va retrouver Marie. Alors vous, Marie, vous êtes en compagnie des familles, peut-être des skippers, et je crois que vous êtes avec la compagne d'un skipper qui doit partir pour la première fois. C'est tout à fait cela, Marie-Luce. Je suis avec Clarisse Kremer qui vient de me rejoindre. Elle est la compagne de Tanguy Le Turquet qui est engagée pour la première fois dans cette course. Alors dites-moi, Clarisse, comment vous le vivez ? C'est chouette parce que je sais que lui il est en train de réaliser un rêve, être sur sa première solitaire du Figaro, c'est quelque chose parce que c'est un peu comme entrer dans la cour de grand, donc je suis hyper fière de lui et j'ai hâte de suivre son aventure. À partir de demain, il sera au large. C'est interdit, il n'y aura plus de contact. Alors ce soir, qu'est-ce que vous allez faire ? Dites-nous tout. C'est une course qui se court grâce à des partenaires. Donc en fait, on va surtout être avec les partenaires de Tanguy, leur permettre de partager cette aventure. Donc non, ce ne sera pas vraiment en amoureux, mais ça sera chouette quand même. Dites-moi, vous êtes également une navigatrice. Alors du coup, est-ce que ça rassure ou est-ce que ça inquiète davantage ? Un peu des deux, parce qu'on se rend compte de ce que c'est d'être en solitaire sur des bateaux comme ça. Forcément, pour être performant, on prend parfois un peu des risques et on est plus concentré sur le réglage des voiles parfois que sur sa sécurité, même si c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc je sais à quoi s'attendre et donc je sais que parfois il y a des moments dangereux, donc ça m'inquiète un peu, mais en même temps je le connais et je sais qu'il fait attention, donc ça permet aussi de se rendre compte que voilà, il va faire ce qu'il faut pour être en sécurité. Alors vous, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous énerver ? Vous allez débriefer avec des amis ? Alors oui, on a la cartographie en direct qui permet de vivre le truc. Je crois que c'est actualisé toutes les 5 minutes, donc c'est à devenir un peu addictif même. On essaye quand même de dormir la nuit. C'est ça qui est pas évident. Mais moi je suis parce que du coup je comprends à peu près ce qui se passe et c'est assez sympa dessus d'essayer de voir comment ils avancent tous les uns par rapport aux autres. Donc je vais suivre, je partage avec des amis et je vais essayer quand même de dormir parce que moi-même j'ai des courses pendant la solitaire du Figaro, donc il va falloir que je Très rapidement, tout ça. Vous avez déjà couru avec lui ? Jamais sur ce genre d'épreuves vraiment importantes, vraiment professionnelles. Peut-être qu'un jour on fera ensemble, mais c'est pas évident de lier l'intime et la voile professionnelle comme ça. Clarisse, on est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à toutes les deux. Et puis l'aventure, ce n'est pas forcément s'embarquer pour des horizons lointains. Demain, un bateau vous permettra de partir à la découverte de Cordouan, le dernier phare en mer ouvert au public, la 8e merveille du monde. Il faut parcourir 7 km en mer pour atteindre cette prouesse architecturale. Celui-là, c'est le plus vieux, le phare des rois. Donc, je vais aller le voir, quoi.
301 marches. Je suis prête à les monter. Mais chaque année, ils sont 20 000 à tenter l'aventure. Et s'ils sont si nombreux, c'est que le phare de Courdouan est unique. On a de l'eau jusqu'au-dessus des genoux. Il faut avoir les chaussures qui sont adaptées. Et puis tout se passe bien. Et puis c'est d'autant plus agréable. En fait, ce phare, il se mérite. C'est le seul phare en mer encore habité par des gardiens. Le phare, depuis qu'il a été terminé en 1611, il n'a jamais été abandonné. Voilà. Donc il est gardienné 24 sur 24, 365 jours par an. Nous, on est là, été comme hiver. Et vous restez combien de temps avant de rentrer chez vous? C'est soit une semaine, soit 2 semaines. Benoît Genouvrier vient de la Cotinière. C'est l'un des 4 gardiens du phare. Direction le 2e étage, c'est le seul phare doté d'une chapelle royale. Des baptêmes y sont toujours célébrés. C'est Henri III qui a confié la construction à l'architecte Louis de Foix. Ça, c'était vraiment un symbole fort d'Henri IV pour quand il s'est converti au catholicisme. Alors un symbole d'autant plus fort ici qu'à l'époque, la côte girondine était catholique, la côte charentaise était protestante. Donc faire ça au milieu de l'estuaire, c'était vraiment un beau symbole. Au XVIIIe siècle, le phare est surélevé de plus de 20 mètres. Un travail d'orfèvre et vu de l'intérieur, cet escalier majestueux, une performance technologique. Cet escalier en voûte là, ça on appelle ça la colonne vertébrale du phare. Donc en fait on voit vraiment cette voûte. Il faut bien s'imaginer que chaque pierre retient l'autre, chaque pierre est une clé. Là, le travail de stéréotomie, je sais que même les tailleurs de pierre qui viennent bosser ici, ils sont toujours en admiration sur cette partie. 301 marches à gravir pour profiter de cette vue à couper le souffle. De près, voici la lanterne, une innovation, une de plus testée à Courdouan. Le phare est un laboratoire qui va bouleverser la signalisation maritime. Et donc la fameuse lentille de Fresnel, invention française. Il faut savoir que M. Augustin Fresnel, c'est lui avec son invention qui a équipé tous les phares au monde. La première fois là, qu'il a testé son invention, qu'il l'a montée, ça a été ici et c'était en 1823. Ce soir, Benoît passera la nuit dans la sentinelle de l'estuaire, le plus ancien phare de France, encore en activité. Allez, merci de votre visite. Bonne journée. Et Jean-Yves Terlin, un navigateur bien connu qui a participé, entre autres, au tout premier Vendée Globe, et Norbert Fradin, passionné par les bateaux, la marine, la mer et l'histoire de Bordeaux, sont à mes côtés à présent. Bonjour Jean-Yves, bonjour Monsieur Fradin. Avant de nous parler du musée de la marine que vous êtes en train de créer, on va parler de ce bateau, le Columbus. Racontez-nous son histoire, racontez-nous cette histoire. Il a été construit à La Rochelle, je crois, en 1986. C'est cela, pour le Bock Challenge, qui était une course autour du monde en solitaire qui allait de Newport, Cape Town, Sydney, Rio et retour à Newport. Avec escale. Oui. Avec escale, et que j'ai terminé 3e, et puis en préparatif du premier Vendée Globe. Entre-temps, une transat anglaise, et malheureusement, dans le premier Vendée Globe, un dématage. On a vu par la suite, j'ai toujours un peu innové moi, donc dématage et voilà. Et après quelques années, en stand-by à La Rochelle, j'ai décidé de transformer ce bateau et d'en faire un outil polyvalent, plutôt destiné à la défense des océans. Donc plus de carrière sportive? Non, j'ai arrêté de courir à l'issue du premier Vendée Globe. Donc il a été rebaptisé à ce moment-là le Columbus, c'est bien ça? Alors il s'appelait au début UAP pour Médecins sans frontières, ensuite il s'est appelé UAP 1992, après il s'est appelé Columbus, et il a navigué d'une part pour d'abord dans un premier temps pendant 4 ans pour le WWF qui avait des missions sur les baleines en Méditerranée, ensuite 4 ans pour Sea Shepherd.
Et maintenant, probablement, non, certainement, pour une association que je respecte profondément, une toute petite association, pas bien connue, qui s'appelle Bloom. Et alors, quelles sont vos missions avec Bloom? Le bateau est à la fois un outil de communication et un outil de travail. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la communication et après, on espère que les scientifiques de Bloom vont nous confier des missions qui nous permettront d'aller plus au large, aller défendre les animaux qui sont dans les grandes profondeurs et qu'il faut absolument mieux connaître et protéger. Donc on se bat contre le chahutage profond. Donc vous êtes une sorte de navire ambassadeur qui se déplace de port en port, c'est ça? J'essaie de naviguer utile. Les dauphins, les baleines sont mes animaux de compagnie depuis si longtemps que je m'occupe de la mer plutôt que de la montagne, mais j'aime bien la montagne. Norbert Fradin, ce Columbus, il vous fait rêver, bien sûr. C'était surtout une rencontre avec Jean-Yves Terlin, et double usage, si j'ose dire. D'une part, Jean-Yves, qui est le skipper, le créateur de Vendredi 13, que nous sommes en train de réhabiliter, de rénover. Et puis, effectivement, sa direction, si j'ose dire, son implication dans la défense des océans. Sachant que le musée de la mer et de la marine va être aussi orienté dans cette direction. Alors est-ce que le Columbus pourrait un jour peut-être rejoindre le musée de la marine? Rejoindre, enfin il peut être un outil tout à fait évident de promotion, un véhicule si j'ose dire, pour essayer de faire comprendre aux visiteurs ce que sont les océans et quelle utilité ils ont et qu'ils sont essentiels à la survie de l'humanité. Alors ce musée de la marine, parlons-en, il sera situé à quelques pas d'ici, tout près de la cité du vin, sur le site des bassins à flot, qui fut, rappelons-le, le port de Bordeaux du 17e ou 19e, c'est bien ça. Les bassins à flot, oui, c'est le port historique de Bordeaux du 19e, de la fin du 19e, début du 20e, qui a eu une activité jusque dans les années 60. C'était devenu une friche industrielle. C'est un nouveau quartier neuf de Bordeaux, avec 15 000 nouveaux habitants. Il y a une vraie synergie. Et donc, il va y avoir plusieurs lieux culturels. La Cité du Vin, le musée de la mer et de la marine, et puis bientôt, d'ailleurs, la base sous-marine qui sera dans cette direction aussi, dans cet axe. Ce musée de la mer et de la marine, c'est un projet un peu fou, un ensemble monumental sur 7 niveaux, je crois. C'est cela, oui. 13 000 mètres carrés de plancher et un lieu qui va être orienté, qui va être orienté sur, d'une part, l'histoire de la marine, puisque c'est un musée de la marine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et également sur tout ce qui va toucher aux océans, à la mer, aux espèces qui sont effectivement à découvrir, à protéger pour certaines, à découvrir pour d'autres. Et l'humanité va vivre dans quelques décennies grâce aux océans. Le tout, c'est qu'elles vivent bien, mais qu'en même temps, elles ne détruisent pas cet environnement précieux que nous découvrons. C'est le dernier territoire inconnu un peu de notre terre. Et ce musée ne sera pas un musée statique? Non, voilà, nous sommes soucieux et désireux d'être en relation permanente avec un certain nombre d'associations, de fondations qui vont nous accompagner, de scientifiques, d'historiens. Tout ça est en train de se mettre en place. Le comité scientifique est en marche et au travail pour mettre en place une scénographie, des scénarios d'abord. Nous allons raconter les aventures de la mer au sens large, aussi bien l'aventure des hommes, des bateaux, que l'aventure des animaux et du milieu naturel. Voilà, et puis le bateau Vendredi 13, qui est en cours de restauration, rejoindra également votre musée. Il aura sa place et il sera certainement à l'eau d'ailleurs ce Vendredi 13 lors de la prochaine fête du fleuve, qui sait. Écoutez, nous faisons tout en tout cas pour que ce soit la réalité. Et l'ouverture du musée de la marine est prévue donc au printemps prochain, je crois, c'est bien ça? En juin 2018. Merci vraiment à tous les deux. Restez avec nous. On va accueillir à présent Véronique Pommier. Merci d'être avec nous, Véronique. Bonjour. Alors vous, ce soir, vous proposez de nous embarquer à bord d'un bateau des curiosités. Alors on connaissait le bus des curiosités. Quel est le concept du bateau des curiosités? C'est à peu près le même que le
bus. Le principe, c'est que les personnes qui s'inscrivent pour venir sur la croisière du bateau des curiosités ne connaissent ni la destination ni le contenu. Et dans le bateau, vous avez une dégustation d'un viticulteur et aussi une proposition artistique. Je peux dire que ça. Alors, on pourrait imaginer que sur la Garonne, le choix est éliminé, mais non, vous, Véronique, vous n'êtes jamais à court d'idées. Oui, mais vous n'avez pas tout à fait tort. L'estuaire, déjà, il y a peu de pontons. Ça mériterait un appel qui est beaucoup plus de pontons, parce que il y a des lieux magnifiques, mais malheureusement, on ne peut pas y aller parce que ce n'est pas accessible. Mais il y a toujours une manière de faire autrement. Alors, on pourrait imaginer que ce ne sont que les touristes qui pourraient être attirés par votre bateau des curiosités, mais pas du tout. Les Bordelais, les Girondins ne connaissent pas forcément leur fleuve. Alors, je pense que depuis quelques années, la Garonne était un peu... les Bordelais faisaient un peu la tête à la Garonne, mais depuis quelques temps, c'est plus le cas. Et c'est vrai que l'année dernière, on avait essayé de mettre une croisière bateau des curiosités en pleine journée, en pleine semaine dans l'été, en pensant accueillir justement des personnes de l'extérieur de l'Aquitaine. Et ça fait un floc. Et c'est là où on s'est vraiment rendu compte qu'en fin de compte, c'était plus des croisières plus vers justement les personnes locales. Il faut dire qu'aussi on part entre 5 à 6 heures. 5 à 6 heures, c'est quand même presque une journée ou une fin de journée et jusqu'à... On ne dira pas plus. Jusqu'à pas d'heure. Donc ce soir, vous embarquez. Oui. On peut avoir un petit indice. Je dirais qu'il y a un peu de l'érotisme. Oh, messieurs, ça vous dit quelque chose? C'est forcément séduisant. C'est très séduisant. Il faut faire ça à l'arrivée de la course pour nos chers navigateurs. Prenez votre micro, Jean-Yves. Donc ce soir, découverte, voilà, insolite, on va dire. Oui. Prochaine sortie avec votre bateau des curiosités? Ça sera le 9, ça veut dire vendredi prochain, au départ de Saint-Cier, les Calonges, à 18h30. Il reste encore quelques places, je précise. Voilà, donc on peut s'inscrire. Je crois que votre adresse internet va s'afficher dans quelques secondes. C'est peut-être déjà fait sur votre écran. Sinon, vous pouvez retrouver évidemment toutes ces infos sur notre site France 3 Nouvelle-Aquitaine. Alors, on entend l'hélico qui survole les bateaux des figaristes qui vont bientôt prendre le départ. Jean-Yves, le départ est prévu, le départ du prologue est prévu à 16h. Donc ils vont partir par vagues, c'est ça? Oui, en fait c'est un convoyage pour aller au vrai départ demain. Et nous on reste ici pour le feu d'artifice. Ce soir. Et on les rattrapera demain pour être au départ à sur 22h30. Donc les bateaux doivent partir par vague de 7 ou 8 bateaux, je crois. On devrait retrouver Marie peut-être sur un bateau. Hélas, nous n'avons pas la liaison. J'espère qu'elle va être bientôt rétablie. Donc voilà, ils vont prendre place. Donc ligne de départ donné dans quelques minutes. Il est 15h59-56. Que dis-je? Dans quelques secondes. Alors, ils devraient partir à 16h. Je vous laisse commenter, tiens, Jean-Yves, le départ de cette Ce qui va être intéressant, c'est que il n'y a pas beaucoup de vent, mais demain, il va y avoir 10 nœuds de vent, mais juste dans l'axe de la rivière, enfin de l'estuaire. Donc, ils vont être obligés de faire des zigzags contre le vent. Et donc, on aura plus de temps pour nous les rattraper et d'autre part, pour les voir. Donc là, on ne prend pas de risque, évidemment, sur un prologue. Non, c'est un petit spectacle. Mais personne ne va prendre le moindre risque. C'est demain, à partir de 14h30, que ça devient sérieux. Voilà, toujours pas de Marie. Le départ devrait, 16h, presque 1 minute, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut me donner quelques informations par rapport au départ qui était prévu initialement à 16h? Donc voilà, on se met tranquillement sur la ligne de départ, c'est ça, Oui, mais s'ils partent par vague de 6, c'est difficile de donner un départ pour 6 ou 8 et les autres derrière, comment ils font? Nous aurions demandé à Mathieu Sarraute de nous expliquer son histoire un peu au début de l'émission. Mais c'est joli parce qu'ils sont vent debout, tranquilles. Un départ spectacle, un peu comme l'Iran. Ouais. Alors voilà, bon, on assiste à ce spectacle, les images sont absolument magnifiques. Norbert Fradin, on va revenir avec vous. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce vendredi 13, parce qu'il a une histoire assez incroyable, ce vendredi 13. Où est-ce que vous l'avez
Vous l'avez sauvé finalement. Écoutez, c'est en cours, mais enfin, son histoire commence avec Jean-Yves Terlin, puisque c'est l'époque, c'est un peu le basculement entre les grands monocoques et les multicoques. C'est presque à ce moment-là, d'ailleurs, le vrai tournant de la plaisance. Je parle sous le contrôle de Jean-Yves, bien sûr. C'est un petit peu l'inverse, dans la mesure où les multicoques commençaient à aller vite et surtout commençaient à arriver de l'autre côté. Et pour lutter contre ces nouvelles performances, il fallait, si on voulait utiliser un monocoque, qu'il soit très long au niveau de la flottaison. Et c'est ce qui a donné naissance au vendredi 13, avec 3 mâts, des voiles divisées et manœuvrables par un homme seul. Donc c'était ça en 1972. Et depuis, on voit que les multicoques vont 2 fois plus vite que les monocoques, même très grands, et que maintenant, ils volent au-dessus de l'eau. Donc les monocoques ne sont plus que des maisons mobiles. Mais il y avait cette... Pardon. Voilà, et lorsque vous l'avez retrouvé, ce bateau, c'était une épave en fait sur le parking de la base sous-marine. Il était totalement abandonné, c'était presque une gageure que de vouloir le restaurer. Ceci étant, il est en bien meilleur état qu'on a pu le dire structurellement. Il y a un mode de fabrication qui est tout à fait particulier, qui était un peu l'invention... Pardon. Je vais vous interrompre parce que voilà, les bateaux sont partis. Je rappelle qu'ils vont rejoindre le port de Pauillac. Demain, première étape, donc Pauillac-Rironne. C'est déjà la fin de cette émission. On se reparlera évidemment du musée du Marine du vendredi 13 avec vous et Jean-Yves Terlin. Merci vraiment à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Je remercie également toutes les équipes techniques de France 3 Nouvelle-Aquitaine. On vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas, demain, le départ de Pauillac à partir de 14h. Et puis vous pouvez suivre également toutes les infos sur notre site internet et évidemment sur Facebook. Merci à tous, on vous embrasse, passez un très très bon week-end.